Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Vous venez de publier aux éditions Via Romana l'ouvrage La lecture en question. D'abord, pourquoi lire? Alors, partons tout d'abord d'un constat que toutes les études confirment, c'est-à-dire que les Français lisent de moins en moins. Voilà, nous avons les chiffres pour 2024. 45% des Français uniquement affirment lire tous les jours, que ce soit sur un support papier ou que ce soit sur un support numérique, ce qui veut dire que 55% des Français ne lisent rien de la journée. Et puis également, en 2024, les Français en moyenne ont confessé, avoué lire 18 livres dans l'année, soit 4 de moins que l'année précédente. Et ça fait un livre et demi par mois, ça n'est pas considérable. Et puis également, ce que toutes les analyses montrent, c'est que de manière assez, je dirais, globale, les gens consacrent en une semaine à la lecture moins de temps qu'ils n'en consacrent en une journée à leur écran. Voilà, la lecture est en crise, c'est un constat. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi lire? Eh bien, pourquoi lire? Pour rechercher la vérité. Notre intelligence est faite pour rechercher la vérité, pour répondre aux grandes questions que les hommes se posent sur leur existence. Et la lecture nous aide à découvrir cette réalité. C'est un petit peu la distinction aussi qui était faite par nos anciens sur la curiosité et la studiosité. Voilà, la studiosité, je cherche à étudier, je cherche à lire parce que j'attends un bénéfice de cette étude qui ne soit pas que la curiosité, une satisfaction qui, en définitive, ne sert pas à grand-chose. Et puis également, cet intérêt de la lecture, au-delà de la recherche de la vérité elle-même, c'est de nous aider à bénéficier de l'expérience des autres. Bien avant nous, les hommes ont été confrontés à des difficultés, les difficultés dont nous avons un peu la vanité de croire que celles qui nous accablent, nos prédécesseurs ne les ont pas connues. Et bien souvent, la réalité est différente. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que nos anciens. Et il est toujours intéressant de savoir comment ces anciens ont traité ces difficultés. C'est le général James Mattis, qui fut un des secrétaires d'État à la Défense, un des nombreux secrétaires d'État à la Défense du président Trump, lors de son premier mandat, qui a commandé les troupes américaines en Afghanistan. Il écrivait: en lisant, on apprend à travers les expériences des autres. Grâce à ma lecture, je n'ai jamais été pris de court par aucune situation. Jamais sans savoir comment un problème avait déjà été abordé, en bien ou en mal, auparavant. Ça ne me donne pas toutes les réponses, c'est une lumière dans un chemin qui est souvent sombre. Voilà. Dans ce cadre-là, sur le cumul d'expériences, bien évidemment, l'étude de l'histoire joue un rôle tout à fait fondamental. Dans son livre tout à fait passionnant, L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli, il fait référence à la discussion suivante, je le cite: à celui qui lui demandait comment se préparer à jouer un rôle dans le monde, Kissinger, qui fut secrétaire d'État des États-Unis, répondait avec les mots de Winston Churchill: étudier l'histoire, étudier l'histoire, étudier l'histoire. Et puis également, sur le cumul de ces expériences, on peut faire référence à la célèbre phrase du général de Gaulle sur la culture générale, je le cite: la véritable école du commandement est la culture générale. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Par la lecture, je bénéficie de l'expérience des autres. Par la lecture également, je peux m'intégrer à une culture, la mienne, ou découvrir d'autres cultures, celles des autres. Ce sont tous les ouvrages de fiction, les ouvrages de voyage, les ouvrages qui nous permettent de découvrir d'autres mondes. Et enfin, ça n'est pas le moindre de ses mérites, la lecture nous permet de découvrir les méandres de l'âme humaine. Il n'y a rien de plus mystérieux, mais aussi de plus fascinant. Les grandes passions qui alimentent, les grandes passions qui animent la vie des hommes, l'amour, la haine, l'orgueil, la cupidité, la vanité. Eh bien, ma foi, tous ces mouvements de l'âme ont déjà été décrits par des personnes avant nous, qui les ont décrites dans leurs romans, dans leurs pièces de théâtre, dans leurs œuvres de fiction. Et en nous associant, en nous imprégnant de leurs exemples, nous pouvons trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Enfin, dans ce monde où nous sommes en permanence assaillis d'informations plus ou moins justes,
alors que les médias dominants imposent une lecture des événements, une lecture de l'histoire qui est parfois bien idéologique et éloignée de la réalité. Par la lecture, nous pouvons mieux résister à la pensée unique, c'est-à-dire prendre du recul historique, repositionner les faits d'une part dans l'histoire longue et d'autre part dans leur contexte. Et enfin, ça n'est pas le moindre intérêt de la lecture d'un point de vue plus spirituel, c'est d'éviter à notre vie spirituelle de sombrer dans une forme de sentimentalisme. Je me mets là sous la protection, mais je fais référence à un texte du pape Léon XIV, la lettre au grand séminaire San Carlos y San Marcello de l'archidiocèse de Trujillo, au Pérou. Je le cite. La piété sans doctrine se mue en une fragile sentimentalité. La doctrine sans prière devient stérile et froide. On a une intuition là qui était formulée il y a un siècle maintenant par le célèbre père Garrigou-Lagrange. Quels sont les obstacles à la lecture? Alors, les obstacles à la lecture sont nombreux. Il y a tout d'abord le manque d'aisance. C'est-à-dire que quand vous avez un pourcentage important des élèves qui rentrent en sixième qui ont du mal à lire, eh bien, il est bien évident que ces élèves adultes, s'ils ne retrouvent pas une bonne maîtrise de la lecture, auront du mal à lire et seront donc peu enclins à lire. Donc, premier obstacle, le pourcentage grandissant de la population qui a du mal à lire. Deuxième obstacle, le manque de goût. Quand on n'a pas pris l'habitude de lire jeune, cela peut nécessiter un effort qui apparaît à certains comme démesuré par rapport aux avantages qu'ils peuvent en obtenir. Cela d'autant plus que tout le monde en convient, il est bien plus facile de regarder une vidéo sur TikTok ou sur YouTube que de s'astreindre à la lecture d'un livre. Et puis enfin, c'est le leitmotiv que l'on entend tout le temps. Je ne peux pas lire, je n'ai pas le temps. Effectivement, la vie moderne est une vie trépidante pour un certain nombre de personnes, pas pour tout le monde. La question, bien sûr, qu'il faut se poser, et c'est le prolongement vers le point suivant, c'est le temps que nous consacrons à des activités qui ne sont pas obligatoirement indispensables, comme l'addiction aux réseaux sociaux. D'ailleurs, regardez dans une rame de métro ou dans un wagon de train, combien de personnes sont sur leur téléphone portable. Dans le train, combien de personnes regardent une vidéo et puis combien de personnes lisent. Je crois que nous avons la réponse à nos questions. Et puis, on ne peut pas ne pas évoquer autour de ces obstacles à la lecture le nouveau défi que nous lance l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous fait croire que finalement, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur quoi que ce soit. Il suffit d'interroger la bonne intelligence ou de faire la bonne recherche sur Google. C'est oublier que pour faire la bonne recherche, il faut savoir quoi rechercher. Et pour savoir quoi rechercher, il faut avoir un petit peu des connaissances générales qui ne peuvent s'acquérir que par la lecture. Nous noterons également par rapport à l'intelligence artificielle qu'il ne s'agit en définitive que d'un système de cumul d'informations. C'est-à-dire que si toutes les personnes se mettent à écrire que la Terre est plate, si demain vous interrogez l'intelligence artificielle pour savoir si la Terre est plate, elle vous répondra benoîtement que la vie générale est que la Terre est plate, ce qui ne correspond pas obligatoirement à la réalité. Comment lire? L'abbé Berthaud, qui fut le fondateur des Dominicaines enseignantes du Saint-Esprit à Pont-Calais, avait coutume de lire. Il faut lire avec l'intention de retenir par cœur tout ce que l'on lit. Alors bien sûr, on sait bien que ça n'est pas possible, qu'il faut essayer de lire au calme. Si on veut pouvoir suivre un raisonnement, s'intéresser à une histoire, il est difficile de le faire dans un brouhaha généralisé. Également, nos références ne sont pas univoques, puisque nous citions tout à l'heure l'abbé Berthaud. Voltaire, cette vilaine bête de Voltaire, nous disait « Celui qui ne lit pas un crayon à la main dort ». Comment lire? Avec la volonté de retenir les choses, mais aussi avec la volonté de noter ce qui apparaît comme étant important. Que lire? Alors, ma foi, cela dépend de nos centres d'intérêt. Il y a sur ce sujet un ouvrage tout à fait intéressant et synthétique. Ça n'est pas une somme, ça n'est pas trop gros. C'est l'ouvrage d'un religieux dominicain, le père Sertillange, qui intitule un de ses livres « La vie intellectuelle ».
Et dans cet ouvrage, La vie intellectuelle, il nous dit il y a 4 sortes de livres. Il y a tout d'abord ce qu'il appelle les lectures de fond. Les lectures de fond, pour reprendre son expression, c'est là où brillent les idées maîtresses. Pour lui donc, c'est saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, sainte Thérèse d'Avila, saint Ignace de Loyola, les catéchismes. Voilà, là où se trouvent les vérités qui donnent un sens à notre vie. Ensuite, il définit ce qu'il appelle les lectures de travail. Les lectures de travail, ce sont les lectures qui vont nous permettre d'être fidèles à notre devoir d'État. L'expression devoir d'État est un peu galvaudée, puisque souvent, quand on parle du devoir d'État, on ne s'intéresse qu'au devoir d'État de citoyen. Mais nos États sont multiples. Nous sommes parents, nous sommes enfants, nous sommes grands-parents, nous sommes petits-enfants, nous sommes employeurs, nous sommes employés, nous sommes citoyens, nous sommes élus. Voilà, nous avons une multitude de devoirs d'État. Et les lectures de travail, ce sont les lectures qui vont nous permettre d'assumer nos responsabilités de père et de mère, d'élus, de citoyens. Cette catégorie de lecture couvre un domaine extrêmement large, tout ce qui a trait à la vie de la famille, à la vie de la société, à la vie professionnelle, et qu'on retrouve en particulier développé dans ce qu'il est convenu d'appeler la doctrine sociale de l'Église. Et puis également, dans ces lectures de travail, le Père Sertillange donne une place toute particulière aux lectures qui vont nous permettre d'apporter une réponse à la crise religieuse, d'une part, à la crise de société, d'autre part, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La crise de société, elle est le fruit de l'histoire. On peut, à cet égard, recommander les ouvrages de Pierre Gaxotte, de Jacques Bainville, de Jean Dumont, de Jean de Vigry, de Jacques Herz, de Jean Sévillat, de Philippe Conrad. Et puis, pour la crise religieuse que nous vivons aujourd'hui, bien sûr, les travaux de Jean Madiran, les travaux de Patrick Buisson, les travaux du Père Calmel également, qui fut un prestigieux dominicain. Ensuite, troisième type de lecture, le Père Sertillange nous parle de ce qu'il appelle les lectures d'entraînement ou d'édification. Ce sont les lectures qui, au moment où les difficultés peuvent paraître nous submerger, ce sont les lectures qui nous entraînent, qui nous stimulent, qui nous donnent la volonté de sortir de notre confort, de notre facilité. Alors évidemment, ces lectures sont par nature très personnelles. Elles dépendent du tempérament de chacun. Simplement, pour ma part, me stimulent et m'enthousiasment les Lettres au capitaine d'André Charlier, le fondateur de l'école de Maslac, une autre chevalerie naîtra de Jean-Louis Lagore, qui fut le premier pseudonyme de Jean Madiran, l'ensemble des écrits de Jean Madiran que je viens de citer, les ouvrages du Père Calmel, et puis également certains textes de Bernanos. Mais là, chacun trouvera, en fonction de son tempérament, les lectures qui l'incitent, selon la devise de Pierre de Coubertin, Altius, Citius, Fortius, plus haut, plus vite, plus fort. Et enfin, elles ont aussi leur place, les lectures de détente, qui ne sont pas des lectures neutres, elles sont des lectures de détente, mais elles doivent rester en conformité avec notre dignité de baptisé, et si possible, contribuer à conforter notre attachement à l'Église d'une part, à notre pays d'autre part. Alors il y a des romans, bien sûr, dans ces lectures de détente. Je pense à une citation de Julien Green. Le romancier est pareil à un éclaireur chargé d'aller voir ce qui se passe tout au fond de l'âme. Ces lectures, eh bien, ce sont des auteurs contemporains, de mes auteurs contemporains, car il est toujours vivant, privilégié. C'est Michael O'Brien. On peut citer également l'œuvre d'Eugenio Corti, les romans de Vladimir Bolkov, et puis également, je suis un fan de l'œuvre de Marcel Pagnol, qui vient d'être réédité, les sermons de Marcel Pagnol, c'est-à-dire que dans un certain nombre de ses livres, Marcel Pagnol, il y a un prêtre qui prêche, le curé de Gucugnan, donc ça vient d'être écrit, c'est merveilleux. C'est une France qui est à la fois plus chrétienne, mais qui l'est encore. Elle n'est plus chrétienne parce qu'un certain nombre de gens ne croient plus aux vérités de la foi, mais ils vivent dans une société chrétienne de manière tout à fait naturelle. Et puis, aux confins, au confluent des lectures, des travails et de détente, il convient de signaler l'existence de 2 publications dirigées par Michel de Gégère, Le Figaro Histoire et les hors-séries du Figaro.
Voilà, ce sont des publications de très grande qualité intellectuelle, de très grande qualité iconographique, aux confins, voilà, de la détente et également d'une certaine forme d'édification, d'érudition. Alors, l'heure arrive de conclure. Je crois que pour la lecture, comme dans beaucoup de choses, c'est le premier pas qui coûte. Il nous faut prendre l'habitude de lire des choses qui nous sont utiles, des choses qui nous font plaisir et pour lesquelles l'effort de la lecture sera moindre. Tout cela n'est possible que dans la mesure où nous serons astreints à une certaine discipline de vie. Très simplement, je me permets de livrer un conseil pour ceux qui veulent lire, eh bien, c'est de mettre, je dirais, un blackout complet sur les écrans après le dîner le soir. Voilà. Pas de télévision, pas de téléphone portable, pas de PC portable. On se consacre à l'échange avec les personnes avec qui on vit. Et puis peut-être aussi à la lecture dont nous l'espérons, nous obtiendrons beaucoup de consolation. Alors pour commander cet ouvrage, donc je rappelle, c'est un ouvrage de taille modeste puisqu'il fait 75 pages. Il est disponible pour la modique somme de 9 € sur le site de Renaissance catholique. Donc je rappelle, la lecture en question de votre serviteur Jean-Pierre Maugendre aux éditions Via Romana.